OK. Alors, donc, on a commencé. Alors, de, euh, qu'est-ce que vous savez de la structure et de la fonction des immunoglobulines ou des anticorps? Monsieur, ce que je sais des immunoglobulines, c'est-à-dire c'est un système de défense contre des agents pathogènes Ah, ah. et qui sont organisés de manière bien précise selon la fonction de chaque immunoglobuline. OK. Est-ce qu'on peut parler un peu de leur structure? Hum, Monsieur, ils sont vraiment organisés d'une manière, je veux dire, différente. Parce que hier, vous avez essayé d'évoquer que les immunoglobulines, les IgM, sont organisés par 5 anticorps en pentamérique. Hein. Oui, oui, oui. Si c'est IgM, oui, maintenant les autres structures, je ne saurais quoi dire sur cela. Mais OK. je connais un peu la spécificité de chaque Monsieur, immunoglobule. Oui. on peut dire que les immunoglobulines aussi sont constituées de 4 chaînes polypeptidiques, à savoir 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères Ah, au ah. niveau de la structure, et qu'elles sont reliées par des ponts disulfures. Ah, ah. Elles contiennent également une région variable et une région constante. Oui. Elles possèdent, c'est tout. Très bien. Je vais peut-être vous muter pour éviter euh, le, le micro qui déconne. OK. Donc, les immunoglobulines, vous en savez déjà quand même pas mal, vu que vous avez adressé ça avant. Donc, les immunoglobulines, ce sont des glycoprotéines du fait qu'elles ont des, des résidus sucrés attachés aux chaînes. Et ces résidus sucrés se trouvent de manière générale sur la chaîne constante, enfin sur la région constante, OK, ou la région conservée. Euh, Ces immunoglobulines vont avoir une activité d'anticorps et anticorps qui, euh, qui vont cibler des antigènes, antigènes signifiant antibody generator. Donc, ce sont des agents capables de causer la production d'anticorps. D'accord? Donc, ça, c'est l'étymologie d'antigène, du mot antigène. OK? Les immunoglobulines sont des effecteurs solubles, mais pas toujours. OK? Elles sont solubles dans le cadre de l'immunité humorale. Mais avant que l'immunité humorale ne se mette en place, elles sont en réalité associées aux membranes des cellules qui les portent, qui sont évidemment les cellules B, OK, sous la forme de BCR. Et la différence entre la forme soluble
qui joue le rôle d'anticorps et la forme membranaire, dont BCR, est simplement un fragment peptidique qui permet l'attachement des anticorps à la membrane plasmique de la cellule B, de telle sorte que, au lieu de les appeler anticorps, ce sont en réalité des récepteurs. C'est pour ça qu'on les appelle B-cell receptors. Tout le reste, en dehors du domaine d'ancrage à la membrane plasmique, est exactement identique entre un BCR donné et son anticorps. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et lorsqu'on considère la structure d'un anticorps et la fonction, on voit une double dualité. La double dualité, elle est d'une part structurale et d'autre part fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau structural? Nous avons deux régions variables, OK, et une région constante. Ça, c'est sur un plan structural. Donc, deux éléments, région variable et région constante. Maintenant, au niveau de la dualité fonctionnelle, il y a également deux éléments. Il y a le site de reconnaissance qui reconnaît un antigène et cet antigène est reconnu à un site particulier qu'on va appeler épitope. Et puis, il y a la zone de reconnaissance de l'anticorps qu'on va appeler paratope. D'accord? Donc, ce paratope-là permet à l'anticorps de jouer le rôle d'anticorps. Ça, c'est une fonction. Maintenant, une autre fonction, c'est la fonction de la région constante. Mais de manière spécifique, le fragment FC, qui est en fait, qui n'est rien d'autre que le pied de l'anticorps. D'accord? Ce pied de l'anticorps est souvent reconnu pour plusieurs résultats finaux. Un résultat final peut être la phagocytose. Un autre résultat final peut être quoi d'autre qu'il y a comme aspect? Peut être l'apoptose. OK? On peut avoir la phagocytose, on peut avoir l'apoptose. OK? Il y a plusieurs résultats finaux suite à l'attachement, à la reconnaissance du fragment FC. OK? Donc, le pied de l'anticorps. La région variable d'un anticorps va être extrêmement spécifique d'un antigène donné, alors que la région constante va varier d'une classe d'anticorps à une autre classe d'anticorps. Et à cause de cette variation, on va avoir d'une part 5 classes d'anticorps, y compris les IgG, IgA, IgM, IgD et IgE, mais ça vous le savez déjà, mais aussi des sous-classes d'anticorps. Vous avez parlé tout à l'heure des ponts disulfure.
D'accord? Ces ponts disulfures vont exister non seulement entre les chaînes lourdes, mais aussi entre les chaînes lourdes et les chaînes légères. D'accord? Je vous parlais de la zone d'attachement, la zone de reconnaissance. Ici, cette zone de reconnaissance s'appelle le paratope. Et c'est là où l'antigène, via l'épitope, va venir s'attacher. On pourrait peut-être poser la question, cette région variable qu'on trouve aussi bien sur la chaîne lourde que sur la chaîne légère, qu'est-ce qui serait à la base de cette région variable? Quelle serait votre réponse? Qu'est-ce qui est à la base de la région variable des anticorps? Quelqu'un? Pardon? Non, monsieur, non, non. OK. Qu'est-ce qui est à la base de la variation au niveau de la chaîne de la région variable? Vous devez le savoir, on a beaucoup parlé de ça. D'accord, monsieur. Vous voyez pourquoi c'est important qu'on fasse les TD? Parce Oui, qu'avec les, monsieur. parce qu'avec les TD, là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de réfléchir, n'est-ce pas? Et d'écrire Non, quelque monsieur. chose. Monsieur, c'est pas à cause de la recombinaison des VDG. Oui, la recombinaison des VDG. OK, la Effectivement. recombinaison. Très bien. Oui, allez-y. Non, monsieur, en fait, je voulais dire comme ce que Teresa venait de dire là. OK. Maintenant, au-delà de la recombinaison, vous avez aussi l'hypermutation. OK? Je pense qu'on a parlé de ça. Je pense qu'on a parlé de ça hier. L'hypermutation. Cette hypermutation fait qu'il y a des, des mutations ponctuelles dans les régions variables, de telle sorte qu'il y a une diversité énorme dans la région variable. Bien évidemment, ces mutations ne sont pas réellement comme on l'entend. Par exemple, lors de la réplication d'une cellule de la peau, s'il y a une mutation, ça peut être un problème énorme, n'est-ce pas? Mais ici, la mutation est presque normale. La mutation est quelque chose qu'on espère voir et qui est complètement encouragé et qui n'est pas faite en dehors du cadre physiologique. En d'autres termes, ces mutations ne posent pas de problème. Donc, on parle d'hypermutation parce qu'il y a une fréquence super élevée d'altération de l'ADN ici, de telle sorte qu'à la fin de la journée, nous avons plusieurs paratopes capables de reconnaître une diversité incroyable d'antigènes. OK? Qu'est-ce que je vais dire d'autre ici? Ce que je vais dire d'autre, c'est que vous avez une chaîne ici qui est une région de liaison entre le domaine CH1 et le domaine CH2. Alors,
vu que j'ai déjà mentionné le mot domaine, il faut que je parle du reste. Alors, lorsque vous regardez la chaîne lourde a 4 domaines. Un domaine hyper variable qui est le VH, H pour heavy, heavy qui veut dire lourd en anglais, d'accord? V qui veut dire variable, et puis C qui veut dire constant, H est encore lourde, donc domaine 1 de la région constante, domaine 2 de la région constante et domaine 3 de la région constante. OK? Notez que nous avons dit que les immunoglobulines sont des glycoprotéines, mais où se passe la glycosylation? La glycosylation, elle est portée par le domaine 2 de la région constante. Je vais répéter ça. La glycosylation, elle est portée par le domaine 2 de la région constante. Maintenant, entre le domaine 1 de la région constante et le domaine 2, il y a un domaine de liaison qui est assez flexible par rapport aux autres régions de la chaîne lourde. Bon, ça c'est au niveau de la chaîne lourde. Maintenant, au niveau de la chaîne légère, nous avons une région constante et une région variable. L pour light, C pour constant, V pour variable, L pour light. OK? Light chain. OK? Autre chose que je devrais mentionner, que j'ai déjà mentionné, c'est qu'en réalité, la région constante, cette partie ici, est la partie FC. Cette partie FC est la partie qui est reconnue par des récepteurs. OK? Et qui permet en fait une cascade d'événements. Ça, c'est la région effectrice de l'anticorps pour d'autres activités en dehors de la reconnaissance de l'antigène. D'accord? Nous avons parlé de la région constante étant la base des 5 classes. OK? Et on va voir plus tard que cette base des 5 classes est en réalité basée sur des chaînes différentes. L'IgG a une certaine chaîne qui est différente de celle de l'IgA, qui est différente de celle de l'IgM, IgD et IgE. D'ailleurs, les termes G, A, M, D et E suivent des lettres de l'alphabet grec, OK? Gamma, alpha, mu, delta et epsilon. Donc, nous avons une chaîne lourde gamma, une chaîne lourde alpha, une chaîne lourde mu, une chaîne lourde delta et une chaîne lourde epsilon. Selon la chaîne lourde qui est présente, on va avoir une classe différente. Ceci dit, parmi les 5 classes, il va encore y avoir des sous-classes. L'IgG, par exemple, a 4 sous-classes. Ce qui veut dire que la chaîne gamma a des sous-types de chaîne gamma. De la même manière, la chaîne alpha
a également des sous-types, notamment 2 sous-types. C'est pour ça qu'on a 2 sous-classes IgA. D'accord? Maintenant, au niveau de l'organisation des anticorps, on va aussi voir que selon les classes, certains sont monomères, d'autres sont dimères, d'autres sont pentamères. On va voir tout ça. OK. Donc, les chaînes lourdes. La chaîne lourde gamma est la base de l'existence de l'immunoglobuline G, alpha de l'immunoglobuline A, mu de l'immunoglobuline M, delta de l'immunoglobuline D et sigma de l'immunoglobuline E. OK? Je vous ai parlé des sous-classes. Je ne vais pas revenir dessus. Au niveau des chaînes légères, nous avions dit dans les chapitres antécédents qu'il y a 2 formes de chaînes légères. Il y a la forme légère kappa et la forme légère lambda. Un anticorps donné ne peut exprimer qu'une chaîne légère, soit la chaîne légère kappa, soit la chaîne légère lambda. Donc, l'IgG va avoir une chaîne lourde gamma et enfin, va être faite de chaînes lourdes gamma et de chaînes légères kappa ou de chaînes légères lambda. C'est pour ça que, en fait, on va parler de... Comment on parle de quoi? On parle d'exclusion allélique. Et quand on va parler de cette exclusion allélique, soit on va avec l'allèle qui code la chaîne légère, qui est l'allèle chromosome numéro 2 chez l'humain, ou la chaîne légère lambda portée par le chromosome 22. Donc, c'est l'un ou l'autre. Okay? Ce qu'on remarque également en termes de structure des immunoglobulines, c'est que le ratio entre chaînes lourdes et chaînes légères varie d'une espèce à une autre. D'accord? Varie d'une espèce à une autre. Chez l'être humain, ce ratio pour l'immunoglobuline G est de 2:1. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous avons une chaîne lourde et une chaîne légère, kappa ou lambda. On va avoir que deux immunoglobulines sur une vont avoir, deux immunoglobulines vont avoir la chaîne kappa pour une immunoglobuline qui va avoir la chaîne lambda. OK? Pour l'immunoglobuline G. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK, expliquez-moi ce que vous comprenez. Dites-moi ce que vous comprenez de ce que j'ai expliqué. Chelsea, qu'est-ce que vous comprenez?
Monsieur, j'essaie d'abord de faire ma phrase. Ok, d'accord, pas de souci. Euh, Monsieur Célestin, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur, moi aussi, je préfère intervenir ultérieurement. Ok. Cyrielle, Oui, monsieur. Est-ce qu'il s'agit d'expliquer tout ou bien sur la au ratio niveau du chez nous? ratio, au niveau du ratio. Bon, c'est vrai que là, j'ai pas vraiment saisi. Ok. Alors, ce que j'ai expliqué au niveau du ratio, chaîne lourde, chaîne légère, on a dit que pour l'immunoglobuline G, d'accord, chez l'homme, le ratio est de 2:1. En d'autres Mhm, termes, lorsque vous rencontrez des immunoglobulines IgG, d'accord, deux immunoglobulines, ok, vont avoir une chaîne lourde, enfin, va être composée de chaînes lourdes et de chaînes légères kappa. Alors que pour ces deux-là, il n'y aura qu'une seule cellule ou une seule immunoglobuline qui va être faite de chaînes lourdes et de chaînes légères lambda. Donc, pour deux immunoglobulines avec des chaînes kappa, vous avez une immunoglobuline avec une chaîne lambda. Non, mais c'est là, vous m'avez perdu. Je c'est comprends. vrai que là, Monsieur, là, on ne comprend pas. OK. Si on a trois immunoglobulines G, n'est-ce pas? Mhm, Si on a trois immunoglobulines G, en proportion, on va avoir deux immunoglobulines sur trois qui vont avoir les chaînes légères kappa et une immunoglobuline sur trois va avoir les chaînes légères lambda. d'accord. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK. Un peu, monsieur. OK. Si c'est un peu et l'autre qui a dit oui, la personne qui a dit oui, expliquez-moi ce que vous comprenez. Monsieur, ce que j'ai eu à comprendre, vous avez eu à Mhm. dire que si nous avons trois immunoglobulines, deux vont avoir, deux par exemple, vont avoir la chaîne légère kappa et Mhm. l'autre va bénéficier de la chaîne légère lambda. Oui, C'est c'est aussi simple que ça. Donc, en réalité, la fréquence, la fréquence avec laquelle vous allez rencontrer des euh, anticorps IgG avec la chaîne kappa va être plus élevée que des IgG avec des chaînes lambda. D'accord. D'accord? Maintenant, Oui, monsieur, là, c'est bon, j'ai compris. OK? Maintenant, ça c'est le ratio pour les IgG chez l'homme. Mais ce Mhm, ratio, il est différent c'est la fin. d'une classe à une Oui, autre. D'accord? Il est différent d'une classe à une autre. Est-ce qu'il est également différent d'une sous-classe à une autre? Ça, je ne saurais pas vous le dire. OK? Vous me suivez? Oui, non, peut-être? oui. OK. Alors, nous avons ces deux gars, Rodney Porter et Gérard Edelman. Ces deux gars, en fait, ont fait un travail
un travail énorme sur les IgG. Et ils ont eu un prix Nobel partagé en 1972. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails de leur travail sur les IgG. OK? Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce que je vais dire, c'est qu'ils ont montré que les IgG avaient plusieurs domaines. En tout et pour tout, ils avaient 12 domaines. Et ces 12 domaines sont distribués entre les chaînes légères et les chaînes lourdes. Ils ont montré que les chaînes lourdes, pour une IgG, il y avait 2 chaînes lourdes et que ces 2 chaînes lourdes étaient identiques. D'accord? Ces chaînes lourdes avaient 4 domaines chacun. Donc, un domaine variable avec 3 domaines de la région constante pour une chaîne donnée. D'accord? C'était la même chose pour l'autre chaîne. Ils ont également montré que la chaîne légère avait 2 domaines. Un domaine qui était constant et un domaine qui était variable. Ils ont montré que au niveau de la région variable, ou du moins, ils ont montré que l'anticorps IgG1 était comme un Y. Les bras du Y formaient une région qu'on appelle fragment antibody. Le fragment antibody est un fragment qui a la fonction anticorps. Je vais vous ramener ici en arrière. OK? Le paratope est la région qui a la fonction anticorps. D'accord? Et c'est ce que ces deux gars ont montré que fragment antibody veut dire simplement que ça, c'est la région qui a la fonction anticorps. Et que cette région qui a la fonction anticorps, il y en a 2. Dans une immunoglobuline G1, il y a 2 de ces fragments. Ce qui veut dire que un anticorps IgE1 est capable de reconnaître pas un antigène, mais 2 antigènes. Mais ces 2 antigènes-là sont identiques. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Et ensuite, ils ont montré qu'il y avait une région qu'ils ont appelée le fragment FC. Le fragment de la région constante. FC, fragment de la région constante. Alors qu'en haut ici, on est FAB, fragment de l'antibody. Fragment avec la fonction antibody, désolé. OK? Donc, Oui, monsieur. ils ont fait des clivages pour montrer qu'en fait, il y a un pôle qui a une fonction anticorps et un pôle qui a une fonction biologique capable de s'attacher à des récepteurs. C'est cette fonction FC. Ce qui veut dire qu'il y a des cellules qui ont des récepteurs de la région FC. OK? Donc, en faisant des manipulations, en isolant des fragments, en les coupant ici, ils ont pu, en fait, isoler la dualité de fonction des anticorps et la dualité de structure des anticorps. Souvenez-vous de la double dualité. OK? Alors,
qu'est-ce qu'il en est des classes et des sous-classes d'immunoglobulines? Nous avons ce tableau qui nous donne les caractéristiques des classes et des sous-classes d'immunoglobulines. Si nous commençons par exemple par l'immunoglobuline M, d'accord? M qui a la chaîne lourde mu. Cette immunoglobuline est très gros. C'est un pentamère, d'accord? Qui est stabilisé par des liens covalents avec une petite région ici, là, qui est une région J, qui les tient ensemble. Bon, bien évidemment, les connexions ici en noir les tiennent ensemble, OK? Mais il y a un lien ici qui s'appelle lien J, OK? Avant que je n'oublie, un point très important, je vais vous ramener ici en arrière. Vous savez, ces gars, ils ont montré qu'il y avait, pour une chaîne donnée lourde, qu'il y avait on va commencer ici en haut, le domaine variable, la région constante 1, domaine 1, domaine 2, domaine 3. Ensemble, ça fait 4 domaines. D'accord. Pour la majorité des immunoglobulines, c'est 4 domaines. Excepté pour, je pense, si ma mémoire est bonne, les immunoglobulines M. Ces immunoglobulines M ont, plutôt que 4 domaines, ont 5 domaines. Les immunoglobulines M ont leur chaîne lourde qui a 5 domaines au lieu de 4. Par contre, les chaînes légères de ces immunoglobulines M, c'est toujours 2 domaines. OK? Ça, c'est un détail important à mentionner. Vous pouvez voir au niveau des monomères ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous deviez considérer l'autre segment, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5. 5 domaines. OK? Eux, ils ont 5 domaines. Je pense que les l'autre gars qui a aussi 5 domaines, ce sont les IgD. IgD, 1, 2, 3. Ah non? Non, ils ont 4 domaines. OK. Sorry. OK. Donc, en termes de poids moléculaire, les IgM sont très lourds. D'accord? Ils ont 970 kilodalton. OK? Désolé, il faut que j'arrête tout ceci. OK. Donc, ils sont très lourds, 970 kilodalton, formés de chaînes mu. D'accord? On est aux IgM, ce sont des pentamères. Qu'est-ce que je dois vous dire ici? Alors, leur demi-vie varie, est d'à peu près 5 jours. Ce sont les premiers anticorps qui sont produits lors d'une infection. OK? Ça, c'est un détail important à retenir. Alors, je vous ai parlé de la chaîne J, d'accord? Domaine J, c'est ça ici. D'accord? Ce sont les seuls qui ont le domaine J, la chaîne J. OK. Les IgD. Les IgD ont leur chaîne lourde
delta, bien évidemment. Et puis, leur poids moléculaire, il est d'à peu près 184 kilodaltons. Nous avons les IgG, OK, IgG1. Nous avons la chaîne gamma, 146 kilodaltons. Les Ig2, chaîne gamma 2, gamma 1 ici, 146 kilodaltons. Le gamma 3 est un peu plus lourd, 170 kilodaltons. Gamma 4 a le même poids que les autres gamma, excepté gamma 3, d'accord? 146 kilodaltons. Les IgA1, 160. IgA2, pareil, 160. D'accord? Les chaînes alpha 1 et alpha 2. Les IgE, chaîne epsilon, une seule classe, une classe avec un seul groupe. D'accord? Nous avons 188 kilodaltons. Vous avez des questions? Non, monsieur. OK. Alors, vous avez la proportion des immunoglobulines qui sont en circulation, OK, qui sont retrouvées dans les tissus ou en circulation. Les IgM représentent à peu près 10 à 20%, alors que les IgD représentent 25%. Notez que les IgG sont les plus abondantes, d'accord? Et puis, ah oui, il y a les IgA qui forment des dimères et forment des dimères avec une chaîne J ici, OK? Le même genre de chaîne qu'on a retrouvé dans les IgM ici. D'accord? Donc, les IG qui sont capables de former plusieurs chaînes assemblées, ce sont les IgA et les IgM. Les autres ne sont que des monomères. Comme vous pouvez le voir, les IgE, des monomères, les IgG, des monomères. Et parce que les IgG sont très abondantes et ce sont des monomères, ces IgG sont à peu près les seuls anticorps capables de traverser la membrane du placenta. Okay? Capable de traverser la membrane du placenta. Les IgA ne sont pas capables de traverser la membrane du placenta. Par contre, les IgA peuvent être transférés d'un côté, d'un côté tissulaire à un autre extratissulaire au niveau des épithéliums. OK? Et notamment au niveau du GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue. OK? Niveau du GALT. Donc, ça, c'est une diapositive très informative qui vous donne beaucoup d'informations sur les classes et les sous-classes. Maintenant, parlons un peu des domaines. Alors, ces domaines sont faits de feuillets plissés bêta. OK? Ces feuillets plissés bêta sont à l'origine de la formation de ces domaines que vous voyez là. Et la formation
des feuillets plissés est basé sur la présence de liens hydrogènes. OK? Oui, monsieur. All right. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La taille des domaines. Les domaines varient. Ils ont à peu près 110 aminoacides. OK? Il va y avoir glycosylation au niveau des différents domaines, excepté au niveau du CH2. OK? Si on repart en arrière, what? Excepté au niveau du CH2. Non, les CH2 ont des glycosylations également. Peut-être pour les IgG. Les IgG1. Oui, OK, oui, nous avons des... Oui, les IgG1 sont glycosylés. Oui, au niveau du CH1, CH3, mais pas au niveau du CH2. OK, oui, 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 au niveau des IgG1. Par contre, il faut que je revoie cette information. Il faut que je revoie cette information. Si c'est pour toutes les classes, je ne suis pas sûr. Il faut que je revoie cette information parce que, à ma connaissance, à ma connaissance, ils ont également oui, des glycosylations au niveau des IG, du domaine 2. Ça doit varier selon les classes. Il faut que je vérifie cette information, d'accord? D'accord. Il faut que je vérifie cette information. OK. Euh, Nous avons évidemment des ponts disulfure qui sont très solides et qui permettent de stabiliser les choses. Alors, parlons de la région de reconnaissance des antigènes. La région de reconnaissance des antigènes a ces fragments ici, ce domaine ici qu'on appelle CDR. CDR veut dire Complementary Determining Region. Alors, ce sont les régions qui définissent le paratope. OK? C'est le site de reconnaissance de l'antigène. Donc, si vous avez une modification au niveau des CDR, vous allez également avoir une modification au niveau de la reconnaissance des épitopes. En d'autres termes, une modification de CDR ici va nécessairement causer une perte de reconnaissance de l'antigène. D'accord? Nous avons les CDR qui sont distribués au niveau de la région variable. OK? Vous avez les régions d'hypermutation, ici, en rouge. Ça, ce sont les régions d'hypermutation. Ces régions d'hypermutation expliquent la reconnaissance d'une variété d'antigènes. Alors, la région variable des chaînes, qu'elles soient lourdes ou légères, est la région où on trouve le N terminal. Et puis la région constante est la région où on trouve le C terminal. C'est valable aussi bien pour la chaîne légère que pour la chaîne lourde. OK?
Donc, nous avons les immunoglobulines qui sont organisées en domaines, d'accord, avec, au niveau de la chaîne lourde, 4 domaines. Je vous ai déjà expliqué tout ça. On ne va pas revenir dessus. On va avancer. OK, maintenant, ce dont nous allons parler, c'est le concept de variabilité des antigènes. Cette variabilité des antigènes donne lieu à des isotypes. Ces isotypes, en fait, font qu'il y a 5 classes avec des sous-classes. Donc, les gamma, alpha, mu, delta, sigma, OK? Faire en sorte que nous ayons ce qu'on appelle des isotypes dans les immunoglobulines. Et puis après, nous avons des allotypes. Au niveau des allotypes, nous avons que pour une classe d'immunoglobulines donnée, nous allons avoir une variation qui va exister d'un individu à un autre. En d'autres termes, si vous considérez les IgG de Chelsea et vous les comparez aux IgG de, on va dire, Brian, OK? Et d'ailleurs, je n'ai pas vu Brian aujourd'hui. Est-ce que Brian est ici aujourd'hui? Non, non, je Non. confirme. OK? On va dire Célestin. Si on compare les IgG, qu'on va dire IgG 1 de Célestin et ceux de Chelsea, on va voir qu'il y a un certain polymorphisme, une différence qui va faire que ceux de l'individu 1 sont différents de ceux de l'individu 2, même si on est dans la même classe et la même sous-classe. C'est ce qu'on appelle allotype. Ensuite, nous avons des idiotypes. Ces idiotypes sont en réalité des variations dans la région variable. Ces variations dans la 1, 2, 3, ces variations dans la région variable sont à l'origine, enfin, sont causées par l'hypermutation. OK? Ah, d'ailleurs, vous l'avez ici, l'hypermutation somatique fait en sorte qu'il y ait un idiotype spécifique pour un antigène donné qui va être différent pour un autre antigène et différent pour un autre antigène. OK? Ce qui fait qu'il va y avoir une diversité énorme au niveau des antigènes. Alors, parlons maintenant des fonctions effectrices des antigènes. Nous avons déjà parlé d'une certaine manière de ces fonctions effectrices. Nous allons parler du fragment AB. AB veut dire antibody, OK? Donc, le fragment qui possède la fonction anticorps. Cette fonction anticorps va avoir plusieurs fonctions. Une fonction qui est la neutralisation des toxines bactériennes. Et là, l'anticorps va jouer le rôle d'antitoxine parce que les microbes sont capables de produire des toxines. Les anticorps, quand elles vont s'attacher à ces toxines, vont rendre ces toxines inactives. Donc, ces anticorps sont des antitoxines. OK? Et ces anticorps sont en réalité neutralisants. Ça, c'est une fonction de la région FAB. Une autre fonction de la région FAB, c'est l'inhibition
de l'attachement des bactéries aux surfaces pour que, on va peut-être parler de quelle bactérie on peut parler. Streptococcus. Pardon? Monsieur, Oui, les streptococcus ou bien? les streptococcus. Parlons de streptococcus. Bon, les streptococcus, je ne sais pas si c'est un bon exemple parce que ces Mhm. gars-là Mhm. produisent énormément d'exotoxines. Ah, ah oui, c'est OK? vrai. Ils produisent énormément d'exotoxines. Euh, c'est pour ça que c'est peut-être pas un bon exemple. Euh, Mhm. on va peut-être parler de ceux qui rentrent à l'intérieur des cellules. Ah, Salmonella. D'accord. Salmonella est capable, en fait, de traverser la barrière épithéliale grâce aux cellules M. Comment Salmonella est capable de traverser la barrière épithéliale en passant par les cellules M pour se retrouver au niveau de la région basale de l'épithélium et infecter les cellules épithéliales à partir de la région basale et non pas la région apicale? Eh bien, elles sont capables de faire ça parce que ces bactéries vont pouvoir s'attacher sur des récepteurs. OK? Maintenant, les anticorps, eux, peuvent s'attacher sur les bactéries pour empêcher à ces bactéries de pouvoir infecter les cellules. Et sur attachement de la cellule, de l'anticorps à la bactérie, eh bien, grâce aux régions FC, et là, je suis un peu en train de tricher parce que je vais déjà parler de de ce dont je devrais parler après. Grâce aux régions FC, eh bien, ces régions FC vont être reconnues par des récepteurs pour une internalisation par voie d'endocytose. OK? Oui, monsieur. Donc, ça, c'est la deuxième fonction des fragments FAB. Et la troisième fonction, c'est le blocage de l'infectiosité des virus. Alors, pour que les virus infectent nos cellules, nos tissus, ce virus doit savoir s'attacher. Et pour qu'il ne s'attache pas, eh bien, les anticorps vont les reconnaître. Et à partir du moment où les anticorps les reconnaissent, ces virus ne peuvent aller nulle part en termes d'infection. Et c'est comme ça que les anticorps sont capables de neutraliser les virus. Éventuellement, ces virus opsonisés vont être phagocytés de la même manière que lorsqu'on parle ici de l'attachement des bactéries aux surfaces, on parle en réalité d'opsonisation de ces bactéries-là. Vous me suivez? Oui, monsieur. Ça, c'est le, le fragment FAB, la fonction anticorps. Et puis maintenant, nous avons une autre fonction effectrice qui est portée par le fragment FC. Une des fonctions effectrices, c'est celle du transport des immunoglobulines. Alors, quand on parle de transport, on va nécessairement penser au véhicule pour transporter.
C'est quoi le véhicule qui transporte? Eh bien, ça dépend. Au niveau du placenta, dans le placenta, la mère est capable de passer ses anticorps au fœtus par voie de récepteurs. Au niveau du placenta, il y a des récepteurs néonataux qui existent pour reconnaître la région FC des immunoglobulines et de manière spécifique des immunoglobulines de type G. OK? Ces récepteurs, on les appelle FC receptor néonataux. FC récepteurs néonataux. OK? Récepteurs néonataux de la région FC. Ça, c'est plus correct en français. Donc, ces récepteurs font en sorte que les anticorps qui sont chez la maman et de manière spécifique les immunoglobulines G de type G vont pouvoir traverser la membrane du placenta. Ce sont les seuls anticorps à peu près connus qui sont capables de traverser de manière efficace la barrière du placenta. OK? Et c'est comme ça que le futur bébé va naître avec une protection acquise de la maman. Mais ces IgG ne vont durer qu'un certain temps parce que elles vont commencer après la naissance, vu que le bébé n'a pas encore été exposé aux antigènes, ces immunoglobulines que le bébé a de manière passive, parce que ça vient de la maman, le bébé ne les a pas produits, ce bébé va les perdre à partir de la naissance. La concentration va commencer à diminuer jusqu'à ce que lui-même il commence à produire ses propres anticorps. Ça, c'est au niveau de la région du placenta. Maintenant, au niveau de la région qu'on appelle lamina propria, qu'on trouve dans les muqueuses, là, on va avoir la transcytose. Cette transcytose va permettre l'exportation des immunoglobulines A des tissus vers la lumière des muqueuses. Oui, il y a quelqu'un qui a une question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, bon, je viens d'arriver, mais je suis arrivée au moment où vous étiez en train de parler du bébé dans le ventre. OK. Monsieur, j'ai une question. Oui, allez-y. Monsieur, une mère, par exemple, qui a une infection virale pendant la grossesse, monsieur, quand l'enfant naît et que dans les premières semaines, on fait les examens à l'enfant, monsieur, c'est normal qu'on retrouve les anticorps là dans le sang de l'enfant? Absolument, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est parce qu'on a eu un cas comme ça à l'hôpital. La maman avait le VIH et on a dû faire les examens à l'enfant et le test du VIH était positif chez l'enfant. Mais ça, c'est normal, malgré qu'elle prenait le traitement pendant la grossesse. Bon, il y a différentes choses ici. Si vous parlez des anticorps présents. Oui, monsieur. On a fait un test pour les anticorps. Oui, les OK. tests rapides là. Oui, d'accord. Ce test d'anticorps, évidemment, il n'y a pas d'autre alternative. Ça va montrer un résultat positif. Monsieur, donc ça veut dire que l'enfant est malade? Non, ça ne veut pas dire que l'enfant est malade. Ah, okay. Ça veut dire que l'enfant a les anticorps parce que les anticorps de maman sont capables
de migrer du sang de maman au sang de l'enfant, même s'il n'y a pas un mélange de sang entre la mère et l'enfant. Mais les anticorps, eux, les immunoglobulines G, sont capables de traverser la barrière du placenta. D'accord, monsieur. J'ai encore une autre question. Par contre, pour répondre complètement à votre question par rapport à l'infection, puisque vous avez demandé si l'enfant est infecté, le virus n'a pas la possibilité de traverser la barrière du placenta. Toutefois, parce qu'il y a un mélange de fluide à la naissance, il y a un risque de contamination du bébé à ce moment-là. OK. D'accord, monsieur. Pas pendant que l'enfant est dans le fœtus, mais pendant le processus de naissance. Parce que dans le processus de naissance, il y a un mélange de sang, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est un. Deux, il y a un passage par voie vaginale où il y a des sécrétions qui vont nécessairement contenir des virus. Et le bébé va être infecté de cette manière-là. Donc, deux possibilités d'infection du bébé. Un, échange de sang à la naissance. Deux, échange de fluide vaginal à la naissance. OK. Maintenant, monsieur, excusez-moi encore. Je veux comprendre, en fait. Parce que on est là pour comprendre. On est là pour comprendre. Ne vous excusez pas. Allez-y. Mais monsieur, vu que le test du VIH, il faut 3 mois pour que ça soit positif. Du jour où on a été en contact avec le virus, il faut attendre 3 mois. Vous voyez un peu? Oui. OK. Et que le jour où on avait fait le test, l'enfant avait à peine 3 semaines qu'elle était née. C'était une petite fille. OK. Mais c'était positif. C'est la partie-là que moi, je n'avais pas compris pourquoi c'était positif alors que l'enfant vient de naître. Et que comme vous venez d'expliquer, vous dites que dans le ventre, l'enfant ne peut pas être malade. OK. Alors, moi, je vais répondre à votre question avec une question. D'accord, monsieur. Ça faisait combien de temps? La maman est malade depuis combien de temps? Monsieur, depuis qu'elle est tombée enceinte de l'enfant, là. Depuis qu'elle est tombée enceinte ou bien avant? Monsieur, c'est au moment où vu qu'on fait les examens les 3 premiers mois pour savoir, en tout cas le bilan, c'est là où on a su qu'elle était malade. OK, c'est là où on a su qu'elle était malade, mais ce n'est pas là où elle est tombée malade. OK, ça c'est déjà un fait qu'il faut établir. Ce n'est pas au moment où on fait le diagnostic que vous tombez malade. Vous êtes malade bien avant le diagnostic. OK? Ça, c'est un premier fait. D'accord. La deuxième chose, qui est une question, combien de temps ça prend? Combien de temps une grossesse prend? Monsieur, 9 mois, normalement. 9 mois. Non, 9 mois normalement. D'accord? En 9 mois, sachant que maman était déjà probablement infectée avant la grossesse, donc maman avait déjà les anticorps avant la grossesse, à votre avis, quelle quantité d'anticorps était déjà en circulation dans le sang de maman? Et je vais vous dire, à partir de la conception et au moment où le sang de l'enfant commence à se former, d'accord? Les anticorps sont déjà en circulation. Oui. Les anticorps sont déjà capables de migrer de chez la maman au fœtus. Donc, en réalité, ces anticorps, bien que vous les avez découverts 3 semaines après la naissance de l'enfant, ne veut pas dire que ces anticorps n'étaient pas déjà là avant. Ça, c'est d'une part. Ça, c'est seulement pour les anticorps.
Maintenant, enfin, les anticorps que l'enfant aurait obtenus de la maman. Oui. Maintenant, il est aussi un fait que l'enfant est passé par le processus d'accouchement. Et ce processus d'accouchement a nécessairement exposé l'enfant. L'enfant est un individu qui est différent de la maman. La Oui, monsieur. réactivité de l'enfant n'est pas nécessairement la même réactivité que celle de la maman ou celle d'une autre personne. D'accord? Vous pouvez avoir Oui, monsieur. une réactivité qui est rapide. Une autre personne va avoir une réactivité qui est lente. Donc, en réalité, vous devez prendre tout ça en compte. Donc, même si on dit que ça prend je ne sais pas trop combien de temps après exposition, avant de commencer à produire les anticorps, ça ne veut pas dire que cette réactivité, elle est standard quand on compare tous les êtres humains. D'accord, monsieur. OK? Est-ce que ça Oui, répond à monsieur. vos questions? Monsieur, ça répond, mais j'avais encore une dernière question. OK, allez-y, posez la question. Ok. Monsieur, l'enfant là peut transmettre. Si l'enfant a le virus, oui, l'enfant peut transmettre. L'enfant peut transmettre par le sang, juste comme la mère a transmis par le sang. OK? D'accord. Maintenant, c'est aussi un fait et malheureusement, nous ne le comprenons pas assez et on a mystifié ou diabolisé, on va dire, le VIH. Oui, monsieur. OK? Le VIH est un virus tempéré. Alors, combien d'entre vous avez pris la microbiologie? Vous avez fait la microbiologie? Oui, monsieur. Oui, monsieur, on a fait la microbiologie. OK? Donc, vous avez étudié les virus tempérés et les virus lytiques, n'est-ce pas? Monsieur. OK. Alors, les virus tempérés sont différents des virus qui ont un cycle lytique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un virus tempéré vient, injecte son matériel génétique. Son matériel génétique peut aller s'incorporer à notre matériel génétique. Et c'est quoi la caractéristique des virus tempérés? La caractéristique des virus tempérés est que, je vais peut-être vous mettre sous silence. La caractéristique des virus tempérés, c'est qu'ils sont capables d'exister sans pour autant se multiplier et poser des problèmes à l'individu. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des gens qui peuvent, après exposition au VIH, peuvent avoir un virus qui est sous une forme tempérée, c'est-à-dire intégré au génome, et reste de cette manière-là sans pour autant se multiplier et poser un problème dans le corps. Ça veut dire que cette personne-là, techniquement, n'est pas infectieuse. En d'autres termes, ne va pas vous transférer le virus. OK? Ça peut être choquant de le dire, mais quand on connaît la manière dont les virus tempérés fonctionnent, on sait que oui, le VIH, c'est un problème, mais ce n'est pas le plus gros problème que nous avons. Le VIH n'est pas plus dangereux que le palu. OK? Ça, c'est une réalité. C'est une réalité scientifique. Maintenant,
ça ne veut pas dire que lorsqu'on est stressé et qu'on devient immunodéprimé, que là, à ce moment-là, parce que là, il faut connaître le cycle de vie du virus. Et c'est là où le virus va commencer à se multiplier. Et quand il commence à se multiplier, et c'est là où on est réellement dans les problèmes. OK? Donc, bon, on pourrait en parler plus, mais on va passer à autre chose. OK? Si, monsieur. OK. Alors, donc, nous avons parlé de transcytose avant. D'accord? Donc, souvenez-vous de la transcytose. Si vous repartez au chapitre sur les muqueuses, vous allez voir que nous avons parlé de transcytose et comment les immunoglobulines IgA peuvent être transférées à la lumière, à la région de la lumière des muqueuses. All right, on va continuer. Donc, autre élément de la région FC, donc nous avons parlé du transport. À présent, nous allons parler de l'interaction entre les anticorps et les cellules dans la réponse humorale. Donc, nous avons l'interaction entre la région FC et les récepteurs qui sont sur la cellule effectrice. OK? Ces cellules effectrices font partie de l'immunité innée. Nous pouvons citer les macrophages, les cellules dendritiques, les neutrophiles, pour ne citer que ceux-là. D'accord? Nous allons avoir la phagocytose qui va être faite grâce à la reconnaissance de la région FC, dégradation des particules qui sont opsonisées. Quoi? Particules, non, opsonisées. Désolé. Il y a une erreur ici, une faute de frappe. Opsonisé. There we go. C'est ce qui est correct. OK? Donc, nous avons dégradation des particules opsonisées, cytotoxicité qui dépend du complément. Donc, formation du MAC, Membrane Attack Complex. Vous vous souvenez de ça? D'accord? Donc, cytotoxicité. Oui? Oui, monsieur, on se souvient. OK? Donc, cytotoxicité dépendant du complément. Et puis, vous avez également une cytotoxicité dépendante des anticorps. OK? Des anticorps, ce qui va induire, en fait, enfin, cette toxicité qui dépend des anticorps va être par voie de ADCC, qu'on appelle encore en anglais Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity. OK? Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity. Donc, la cytotoxicité qui est induite par des anticorps qui sont attachés aux cellules. Et puis, pour finir, nous avons un résumé ici des fonctions biologiques de la région FC. Nous avons le transport. Nous avons parlé de la barrière du placenta, OK? Que c'est capable de traverser la barrière du placenta, OK? Nous avons
les récepteurs FC, de la région FC ici, qui sont capables de reconnaître la région FC ici. Donc, il peut y avoir catabolisme, OK? Catabolisme qui peut conduire à la phagocytose, à la phagocytose, parce que vous voyez que ça, ce complexe peut venir à l'intérieur et peut être détruit, ainsi de suite. Vous avez la transcytose, moyen par lequel les IgA sont capables de traverser. D'accord? Vous avez la phagocytose et la cytotoxicité. OK? Donc, tout ça là, c'est pour résumer tout ce dont on a parlé. Et puis, à la fin, ici, vous avez un résumé du chapitre. Alors, pour le temps que nous n'avons pas, nous allons directement sauter sur un autre chapitre qui est en fait le dernier chapitre. Et après, nous allons passer plus de temps à faire des TD. Le dernier chapitre, c'est le chapitre 16 qui est très, très, très court. J'adore ce chapitre, il est très court. C'est la mémoire immunitaire. Et ce chapitre, c'est vraiment juste pour qu'on en parle. La mémoire immunitaire. Cette mémoire immunitaire, qu'est-ce qui la caractérise? Est-ce que quelqu'un peut parler de la caractéristique de la mémoire immunitaire? Oui. Il y a Jessica qui veut dire quelque chose. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, mais c'était quand vous êtes en train de parler des grossesses et des OK. maladies chez la femme. Donc, OK. j'avais une question. Allez-y. Donc, comment se fait-il qu'un enfant, monsieur, qui a fait, bon, la femme a fait 9 mois de grossesse, à l'accouchement, l'enfant sort avec du diabète? Oui, c'est complètement possible parce que vous avez ce qu'on appelle le diabète congénital. OK? Ce diabète congénital est suite à des mutations qui pourraient se passer dans les cellules de... Comment on appelle ça? Est-ce que ce sont les cellules alpha ou les cellules bêta? Je ne me souviens pas. Mais c'est dans l'îlot. Je ne me souviens plus du nom spécifique de l'îlot, mais il y a un îlot dans le... Il y a un îlot dans le pancréas, d'accord, qui a des cellules, je pense que ce sont des cellules alpha, qui a des cellules qui sont capables de produire l'insuline. Maintenant, ces cellules, au moment du développement, peuvent avoir subi des mutations de telle sorte que l'insuline qui est produite est soit inactive, soit pas assez active, soit complètement absente. Et ça peut justifier la présence du domaine congénital, du diabète congénital. Mais il y a aussi une autre raison qui pourrait causer la présence du diabète congénital et dont on ne parle pas souvent, parce qu'on parle souvent de l'insuline, absence d'insuline ou présence d'une insuline anormale, où l'insuline n'est pas assez active. Mais ce dont on ne parle pas assez, c'est l'absence de récepteurs à l'insuline. Ça existe. OK? On peut être diabétique parce que on n'a pas les récepteurs à l'insuline. Et lorsqu'on n'a pas ces récepteurs à l'insuline,
l'insuline peut être présente, il n'y aura pas stimulation pour une transduction du signal capable de causer de manière ultérieure une internalisation du sucre. Bref, on peut parler de ça après le cours. Finissons d'abord la mémoire et on n'en a pas vraiment beaucoup. OK? Pas de mémoire, mais on ne va pas, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur la mémoire. OK? Je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que vous connaissez de la mémoire immunitaire? Monsieur, Oui? ce que je sais de la mémoire immunitaire, c'est-à-dire qu'elle a une propriété du système adaptatif Oui, hum, tout à fait. qui se fait par les lymphocytes T et B. Oui. Ce que je peux Monsieur, dire pour Oui, OK, très bien. Oui, Monsieur, on allez-y. peut ajouter que c'est après moi, contact avec un agent pathogène que OK. les lymphocytes. Vous pouvez recommencer, je ne vous ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Monsieur, je disais qu'à ce que Cyrielle disait, on peut ajouter que cette mémoire est obtenue lorsque les lymphocytes rentrent en contact avec l'agent pathogène. Oui. Elles vont produire des lymphocytes qui vont attaquer l'agent pathogène et en même temps garder la mémoire, donc les informations relatives à cet agent pathogène pour que lors d'une prochaine infection, elles puissent directement intervenir pour l'éliminer, pour l'élimination. Oui. OK, très bien. Très bien. On va aller un peu plus loin. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord faire un premier arrêt ici sur cette slide. Alors, nous avons une réponse primaire qui est en général timide. OK? Cette réponse primaire qui est en général timide et faible. Quand je dis timide, c'est qu'elle prend du temps à se mettre en place. Mais elle n'est pas simplement timide, elle est aussi faible. OK? La deuxième réaction, elle est souvent rapide et très exacerbée également. Alors, nous allons regarder ici. Lors d'une exposition initiale à un antigène, okay, vous allez avoir l'immunité innée qui va d'abord se mettre en place. Ensuite, l'immunité adaptative ne va arriver qu'après un certain nombre de temps, on va dire 4 à 7 jours. Ces 4 à 7 jours-là, c'est le temps pour qu'il y ait différenciation des cellules de l'immunité innée adaptative. Souvenez-vous que de manière initiale, vous avez les cellules B et les lymphocytes B et les lymphocytes T qui sont produites. Lorsque ces lymphocytes B et T sont produites, ces lymphocytes B et T sont naïves. Mais après, ces lymphocytes B et T vont être activés. Et nous avons vu que c'est un processus. L'activation est suivie de prolifération. Quand on va parler de prolifération, on va parler d'expansion clonale aussi. D'accord? Monsieur. Et éventuellement, après l'expansion clonale, nous allons avoir une contraction clonale. Cette contraction clonale va faire en sorte que seule une petite proportion de cellules va être gardée. D'accord? C'est vrai pour les lymphocytes T, c'est aussi vrai pour les lymphocytes B. La majorité des cellules va être détruite par voie d'apoptose
après qu'une infection est sous contrôle. Donc, au niveau des lymphocytes T, vous avez prolifération, enfin activation, prolifération, et, et faire le travail qu'elle doit faire. Vous avez également au niveau des cellules B, vous avez un temps de latence, une période de latence qui va être suivie d'une grande production d'IgM. Ce sont les premiers anticorps qui sont produits contre une infection particulière. Les IgG vont être produits après l'infection. D'accord? La quantité totale d'anticorps spécifiques va augmenter avec le temps et va diminuer une fois que l'infection est complètement sous contrôle et qu'on a su éliminer l'agent étranger. Maintenant, après élimination, après contraction clonale, nous avons préservation de certaines cellules pour mémoire. Ces cellules qui sont conservées pour mémoire vont être principalement conservées dans les régions périphériques, les organes lymphoïdes, les tissus lymphoïdes périphériques. Et là, elles vont être très sensibles à la présence du même antigène lorsque le sujet est encore exposé. Donc, lorsque le sujet est encore exposé, vous allez voir une réponse d'une part très rapide, mais aussi énorme, exacerbée. Notez que pour les lymphocytes T, vous allez avoir une réponse rapide, très forte, et puis une diminution progressive, mais qui ne va pas se faire de manière, comment on a fait, qui ne va pas s'éliminer complètement. Qu'est-ce qu'il en est des cellules B, en réalité des anticorps? Notez que la réponse des cellules B, donc réponse humorale à une seconde exposition, est rapide, mais lorsqu'on regarde les différents anticorps, nous notons que les anticorps IgM, la force de réponse est exactement le même ou à peu près la même que la force de réponse lors de la réponse primaire. Ça ne change pas. Mais ce qui change de manière drastique, c'est la production d'IgG. C'est ce qui change de manière drastique. Okay? L'IgG est produite en très grand nombre, plus rapidement. La production totale d'anticorps spécifiques est rapide et va commencer à diminuer après que l'infection ait été sous contrôle. Parlons des caractéristiques des cellules mémoire. Ces cellules mémoire ont une forte affinité au niveau de leurs récepteurs par rapport à l'antigène. Forte affinité. Et cette forte affinité cause une réactivité qui est extrêmement rapide. D'une part. D'autre part, nous avons un seuil de déclenchement de l'activation des cellules qui est aussi bas. Donc, on n'a pas besoin, par exemple, que 100 000 antigènes soient
attachés ou présents pour qu'il y ait réaction. On a besoin que de quelques-uns pour qu'il y ait une réaction forte. OK? Et puis, il y a une sensibilité qui est étendue aux différentes cytokines. En d'autres termes, ce n'est pas un seul type de cytokine qui va induire une réponse, mais c'est plusieurs types de cytokines en même temps. Ce qui fait que peu importe les cytokines qui sont produites, cette cellule va répondre par opposition à l'activation initiale qui se fait de manière séquentielle avec différentes cytokines. OK? Et puis, il y a la fonction effectrice qui est rapidement opérationnelle. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Présence au sein des tissus périphériques, des cellules mémoire, d'accord? Ce qui fait que, parce que les cellules mémoire sont dans les tissus périphériques, elles peuvent facilement se retrouver dans le lieu d'inflammation, le lieu où il y a besoin de réponse, ce qui fait qu'il y aura une réponse adaptative immédiate. Et puis, vous avez que les cellules T ont la capacité de changer de fonction presque continuellement dans ces régions où elles se retrouvent selon les cytokines qui sont présentes. En d'autres termes, les cellules T peuvent changer de TH1 à TH2, de TH2 à TH17, ainsi de suite. On parle de plasticité dans la fonction des cellules T. Et lorsqu'on est capable de passer de TH1 à TH2 à TH17, ça voudrait dire que on est capable de lancer des actions rapidement contre les virus, contre les vers, contre les bactéries, contre les champignons et d'autres potentiels agents infectieux. OK? Ce qu'on va dire pour les cellules T est à peu près similaire aux cellules B. Lorsqu'on a une expansion clonale, cette expansion clonale est nécessairement suivie d'une contraction clonale. Cette contraction clonale est causée par voie d'apoptose, qu'on va dire apoptose active. Cette apoptose active est causée par l'activation d'une certaine voie d'apoptose qui est médiée par IECD, Activation Induced Cell Death. Donc, une mort cellulaire qui est induite par voie d'activation. Donc, ça, c'est une possibilité pour la contraction clonale. Ensuite, vous avez la mort par apoptose passive. Cette mort par apoptose passive est en réalité parce que il n'y a pas de facteur de suivi, de facteurs de survie qui sont présents. OK? Vous savez que les cytokines, beaucoup de cytokines sont des facteurs de survie. OK? Donc, en absence de ces facteurs de survie, d'accord, vous allez avoir une mort des cellules. Par exemple, lorsqu'une cellule part des organes lymphoïdes secondaires, tels que le ganglion, à une région où une infection se passe, cette cellule T va aller
participer à la mise en place de la réponse et puis on élimine le pathogène. OK, d'accord, on a éliminé le pathogène. Une fois qu'on a éliminé le pathogène, qu'est-ce qui se passe avec les cellules? Est-ce que les cellules, enfin, lorsque les cellules restent là, la quantité de cytokines diminue? Et quand la quantité de cytokines diminue, qu'est-ce qui est là à stimuler ces cellules? Plus rien ne stimule ces cellules. Et parce qu'il n'y a rien qui stimule ces cellules, ce qui était à un moment donné les facteurs de croissance qui ne sont plus là, va faire que la cellule va commencer à nécroser de l'intérieur et à mourir. Donc, on a des exemples. C'est que les IL-2 ne sont pas nombreux dans la région d'inflammation. Donc, quand on s'éloigne du tissu lymphoïde secondaire, on n'a pas accès aux IL-2 et quand on n'a pas accès aux IL-2, la probabilité de mourir est forte. Ça, c'est un exemple d'IL qui est important dans la survie. Et puis, l'autre chose qui se passe lors de la contraction clonale, c'est que certaines cellules vont survivre comme cellules mémoire. Encore une fois de plus, c'est valable pour les cellules T que pour les cellules B. OK? Les cellules mémoire, au niveau des cellules T, on va avoir une hétérogénéité. Une hétérogénéité des cellules T mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des cellules T H1, cellules T H2, cellules T H3, cellules T H17, ainsi de suite, qui vont être des cellules T mémoire. Donc, ce n'est pas juste une seule forme de cellule T qui est mémoire, c'est plusieurs formes de cellules T qui sont mémoire. OK? C'est quoi la zone de domiciliation des cellules T? Naïve et mémoire. Donc, nous avons que les cellules sont en circulation, arrivent dans les organes lymphoïdes, OK? Dans les organes lymphoïdes secondaires, là, on est dans les organes lymphoïdes secondaires. Là, on est dans la lymphe. Ici aussi, on est dans la lymphe. Là, on est dans les tissus. OK? Vous avez les cellules T naïves, les cellules T mémoire, et puis les cellules T mémoire effectrices, cellules T mémoire centrales, cellules T mémoire effectrices. OK? Et les cellules T mémoire résidentielles. Alors, donc, nous allons avoir les cellules qui vont circuler dans le sang, d'accord? Certaines cellules vont résider dans la zone T, ici. Dans la zone T, ces cellules qui vont résider sont les cellules naïves, d'accord? Dans la zone, dans les organes lymphoïdes secondaires, nous allons avoir les cellules mémoire effectrices, d'accord? Ces cellules mémoire effectrices vont être capables de circuler dans la lymphe pour aller dans le sang, pour se retrouver dans les tissus où ces cellules vont faire leur travail. OK? Vous avez les cellules T mémoire qui vont résider dans les tissus pour une réactivité rapide. OK? Vous avez les cellules T qui vont résider dans la zone T. OK? Et les cellules T qui vont résider dans la zone T sont les cellules T mémoire centrale. Et puis, les cellules T mémoire naïf. OK? Donc, en réalité, selon le type de cellules qu'on est,
on va être dans la zone centrale ou en périphérie ou en circulation. Et c'est ce qui permet, en fait, une réponse rapide. Et puis, on a les cellules B. Les cellules B mémoire vont être différentes des cellules B classiques par le fait qu'elles ont, en plus des BCR, des CD27 à la surface de leurs cellules. C'est réellement la grande différence. Tout le reste qu'on a raconté avant d'arriver à cette diapositive où on est, s'applique aux cellules B. Quand je dis s'applique, je parle, par exemple, aux caractéristiques générales des cellules mémoire. OK? La seule chose qui ne s'applique pas, c'est au niveau de la plasticité parce que, bon, même au niveau de la plasticité, c'est vrai qu'on a les cellules B de type 1, les cellules B de type 2, mais les types B1 et 2 dépendent des tissus, d'accord? Certains sont de la moelle osseuse, d'autres sont de la rate, d'accord? Donc, c'est en réalité tout ce que nous avons à couvrir ici. Et là, on a terminé. Ça, c'est un résumé. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu dire, mais on va s'arrêter ici. On est vendredi. Donc, pour une question de temps, c'est là où réellement je vais arrêter le cours magistral. Le reste de temps qui nous reste sera réellement un temps consacré au TD et aux discussions. OK? Et la raison pour laquelle je l'ai fait de cette manière-là, c'est parce que les choses n'ont pas marché comme on avait prévu de manière initiale avec des choses qui se passent au Gabon. Enfin, bref, le plus important est que vous ayez le contenu comme c'était prévu. Donc, on a couvert tous les chapitres jusqu'à présent. Le reste des chapitres, ça va se faire selon la manière de ce que je vous ai présenté, qu'on appelle le jigsaw. D'accord? Donc, l'étudiant, un groupe va préparer quelque chose, va présenter, l'autre groupe va lire et participer à la conversion par voie de question. Mais si vous n'avez pas lu, vous ne pouvez pas poser des questions qui vont réellement vous aider à connaître l'information. OK? Ça va être comme si vous étiez assis dans un cours magistral, vous avez écouté la personne et puis vous êtes parti à la maison. La probabilité que vous vous souveniez même de 30% de ce que vous avez écouté est proche de 0. OK? Donc, accrochez-vous. De lundi à vendredi, nous allons faire des TD. Nous allons faire beaucoup de discussions pour creuser l'information de telle sorte qu'à la fin de la journée, même s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, ça va s'éclaircir, mais il va falloir que vous m'aidiez parce que je ne sais pas ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris. Je ne suis pas dans votre tête. Donc, il va falloir poser des questions. OK? D'accord, monsieur. OK. Donc, moi, ce qui me reste, c'est de poster tout ça. Alors, je vais d'abord déjà arrêter de partager mon écran et puis arrêter Bonne soirée. l'enregistrement.